Bien, on commence. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus à cette soirée exceptionnelle du séminaire de latino de Paris, en partenariat avec l'association franco-argentine de psychiatrie santé mentale. Le séminaire de latino de Paris, c'est un vecteur de l'Envers de Paris, dont la directrice, Madame Béatrice González-Renou, là d'ailleurs parmi nous. Merci. Aussi, c'est pour moi un honneur de recevoir M. Jean-Claude Milner, l'un des plus importants philosophes linguistes de notre époque, et aussi Juan Pablo Luquelí, psychiatre et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, membre de l'AMP de l'école de la cause freudienne, et les deux co-auteurs du livre dont il sera question ce soir, Sexualité en travaux. Et merci aussi à Patrice Ménilier, philosophe normalien, maître de conférence, il semble, à l'Université Paris-Nanterre. Le séminaire latino de Paris, c'est donc un vecteur de l'Envers de Paris. Et ce dernier est une association 1901 liée à l'école de la cause freudienne, dont le but est de promouvoir, je cite le site de l'Envers de Paris, et de promouvoir la circulation du discours analytique en articulation avec une large variété d'événements culturels, scientifiques, sociétaux ayant lieu dans la cité. L'Envers de Paris propose des activités multiples en connexion de la psychanalyse avec d'autres champs de savoir, comme on va voir ce soir. Et aussi, ça touche les champs psy. L'Envers de Paris, dont le séminaire latino est un des acteurs, propose des groupes de travail où se transmet la boussole clinique aussi bien que la spécificité de l'orientation lacanienne quant aux enjeux de civilisation propres à notre époque. Donc, le séminaire latino de Paris, en tant que vecteur, propose un cycle de travail, au moins cité comme ça jusqu'à présent, notamment des soirées en espagnol. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a bien des exceptions, d'études, lecture et interprétation du cours de Jacques Miller, l'orientation lacanienne. Il y a aussi, j'aimerais bien remarquer, qu'il y a l'importance de ces lieux où nous en sommes. Le désir de donner continuité à notre travail à la Maison de l'Amérique latine s'inscrit dans l'importance de cette intersection entre la psychanalyse et le monde même de langue latine. Et ce qui représente particulièrement cette maison de l'Amérique latine dès le commencement de ce que serait même la psychanalyse. Pourquoi je dis ça? Pouvoir parler de la psychanalyse, et notamment des sexualités en travaux, et qui nous mettent en même temps au travail, dans cette maison, a un certain effet de retour sur l'origine même de l'histoire de la psychanalyse. D'autant plus qu'il s'agit ici, c'est l'ancienne demeure du docteur Jean-Martin Charcot, qui était nommé auparavant l'hôtel Varangeville. Auparavant, il était un point de repère majeur, là où nous en sommes, en quelque sorte, à Paris, de telle sorte que le jeune Sigmund Freud est venu pour apprendre avec le docteur Charcot ce qui était nouveau et sensationnel à propos de l'hypnose de l'hystérie avec les patrons de l'école de la Salpêtrière, également connue sous le nom de l'école de Paris, qui a été, pareil avec l'école de Nancy, l'une des deux grandes écoles qui ont participé à nommer l'âge d'or de l'hypnose en France de 1882 à 1892. Cette rencontre donc a été absolument décisive pour l'invention de la psychanalyse. Le séminaire latino de Paris a pour vocation que ces soirées soient un espace et exercice de lecture, mis à part des soirées comme ça, comme celle d'aujourd'hui. C'est un espace de lecture pour les jeunes, plutôt les doctorants,
sont des tout neufs, tout fraîches docteurs, ou pas tout fraîches d'ailleurs, qui viennent de soutenir leur thèse, étudiants notamment venus d'Amérique latine qui font leur formation à Paris, entre autres. Voilà, c'est la petite introduction que j'aimerais bien vous faire. Et je passe la parole tout de suite à Patrice Meniglier, qui me semble va nous présenter quelque chose de ses livres. Tout à fait. Je vous remercie. Donc, je suis très honoré d'avoir été invité à présenter ce livre, donc Sexualité en travaux, qui est co-écrit par Juan Pablo Lucchesi, qui dirige l'ouvrage et l'introduit, par Jean-Claude Milner, qui fait le premier texte, et par Slavoj Žižek, qui fait donc le texte central, et Juan Pablo Lucchesi termine le recueil avec un texte. Alors, je voudrais commencer par commenter le titre, parce qu'après tout, c'est quand même la première chose qu'on voit dans le livre, c'est son titre, et vous avertir qu'il y a tromperie sur la marchandise. En même temps, cette tromperie sur la marchandise n'en est pas complètement une, puisque une des thèses du livre est que sur la marchandise, de toute manière, comme sur n'importe quel objet qui se présente comme un objet de satisfaction, eh bien, il y a forcément tromperie, et que ça a à voir avec le mot sexuel. Donc il y a tromperie sur la marchandise, pourquoi? Parce que quand on lit le titre, on a l'impression qu'il va être question de sexualité. Or, il est plutôt question, je dirais, de sexe, dans toute l'équivoque du mot sexe, c'est-à-dire justement ce qui touche d'un côté à la sexualité, aux pratiques sexuelles, difficile de trouver le bon mot, érotique, et de l'autre côté, disons, au genre. Et moi, je vais essayer d'utiliser plutôt le mot genre, non pas dans le sens constructiviste qu'on lui associe parfois, en l'opposant à la notion de sexe, mais justement plutôt comme un terme permettant d'éviter l'équivoque que contient le mot sexe, qui est certes une équivoque fertile, mais qui est en même temps une équivoque problématique. Donc en fait, ce qui est frappant quand on lit ce livre, je trouve, moi j'introduis ce livre, donc je vais vous présenter un petit peu une lecture et en même temps soumettre un certain nombre de questions à ces auteurs. Ce qui est frappant quand on lit ce livre, c'est que précisément la déception structurelle qui habiterait la question sexuelle et qui d'une certaine manière expliquerait une certaine forme de panique qu'on constaterait, je dirais aujourd'hui, dans les mœurs et dans la loi. Panique sexuelle, c'est-à-dire une sorte à la fois de désordre autour des questions sexuelles, pas au sens où les gens font n'importe quoi, mais au sens où il y a un emportement, et notamment un emportement en matière, au fond, politique. Au fond, un des points focaux du livre est de soutenir la thèse sur laquelle nous sommes les témoins aujourd'hui d'un certain nombre de tentatives, on pourrait dire, de recodification des mœurs, ce qu'on appelait jadis les mœurs. Et que cette recodification des mœurs cherche à trouver en quelque sorte une solution à ce qui est en fait intrinsèquement insoluble. Et c'est là où je disais en fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déception qui doit être fondamentalement intégrée dans la question sexuelle. Et donc l'erreur de ces politiques des mœurs, de ces nouvelles politiques des mœurs, qui sont par exemple les politiques notamment qu'on appelle politiquement correctes, l'article de Slavoj Žižek est consacré à ça, les questions sur la théorie du genre, les tentatives pour essayer de conjurer la violence dans le domaine sexuel, donc les mouvements du type MeToo, etc., que en fait toutes ces entreprises, tous ces mouvements sociaux et politiques reposeraient d'une certaine manière sur une illusion que nos trois auteurs, savants comme ils sont, eh bien, ne partagent pas,
à savoir qu'il y aurait une solution à la question sexuelle. Et que, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait apprendre de la psychanalyse, c'est précisément l'absence de cette solution. Donc en gros, la psychanalyse nous permettrait, si j'ose dire, et sans aucun sens un peu dépréciatif, de faire le malin, d'être un peu plus malin, c'est-à-dire de savoir que là où les autres croient qu'il y a une solution, ben en fait il n'y en aura pas, et c'est précisément parce qu'ils croient trouver une solution qu'ils sont violents, qu'il y a une forme de violence. Et alors qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de solution? Qu'est-ce qui fait qu'il y a là une impasse? Et c'est là où il y a une surprise. Bon, surprise en vérité, quand on y réfléchit d'un point de vue historique, on n'est pas très surpris, mais malgré tout c'est surprenant. Ma surprise, c'est que la thèse qui va traverser ces trois textes, c'est que le fondement de cette impasse liée au sexuel est lié à la différence de genre, à la différence sexuante. Et ça, c'est un petit peu curieux quand même, quand on y réfléchit, parce que la modernité, on pourrait dire, et d'ailleurs, d'une certaine manière, le texte de Jean-Claude Miner est celui qui insiste le plus, mais la modernité en ces matières, la question des sexualités, de la question des sexuations. Et observer que les relations entre ces deux domaines étaient des relations, disons, très labiles, hein, au minimum. Plus que ça encore, on pourrait quand même se dire que un des grands enseignements de Freud est précisément d'avoir radicalisé cette séparation, disons, du sexuel et du sexué. Or, les trois auteurs, à trois degrés différents, d'une certaine manière, reconduisent l'impasse dont le mot sexuel serait le nom à la question de la différence sexuée. Alors, c'est très clair, au fond, par exemple, dans le texte de Juan Pablo Lucchesi, à la fin, dans lequel il nous dit, il y a cette petite phrase, « Le sexuel, à savoir ce qui habite l'être sexué ». Est-ce qu'on est sûr que le sexuel doit se définir comme ce qui habite l'être sexué en tant que sexué? C'est un petit peu la question que je voudrais poser. C'est clair aussi dans le texte de Slavoj Žižek, qui est en fait intégralement autour de la question, précisément, au fond, de l'incertitude de genre, enfin, ou de la pluralisation des genres. Le texte est entièrement sur ça, et finalement assez peu sur, y compris le phénomène comme MeToo, des choses comme ça. Et c'est le cas aussi, mais d'une manière plus subtile, dans le texte de Jean-Claude Milner, parce que, et là je vais juste m'arrêter un petit peu sur ce texte, lui aussi va défendre cette thèse et je voudrais l'argumenter. Mais avant, je voudrais dire au fond, donc tous les trois défendent un petit peu la même thèse, donc le sexuel doit être le nom d'une impasse et non pas d'une solution, c'est le fait qu'on cherche une solution qui fait symptôme dans toutes ces politiques, dans tous ces mouvements qui cherchent à recodifier les mœurs. Et deuxièmement, l'impasse est liée à la sexuation. Donc ça, c'est les deux thèses, je crois qu'ils partagent avec des modalités différentes. Avec trois tons différents, en fait. Ces trois textes qui ont trois tons différents. Le premier, celui de Jean-Claude Milner, est axiomatique, comme souvent. Le deuxième, celui de Slavoj Žižek, on pourrait dire, est polémique, comme souvent, voire comique, comme souvent. Ça va avec, d'ailleurs. Et le troisième, je dirais, est analytique, non pas au sens de la psychanalyse, mais au sens de la déconstruction, la décomposition des concepts. Donc on a trois registres, en quelque sorte, de style, pour aborder à peu près le même problème, avec quand même un petit peu les mêmes horizons. Alors, là où ma lecture, en fait, est la plus incertaine, c'est sur le texte de Jean-Claude Milner, sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus longuement. Mais peut-être d'abord un mot sur, en gros, la position de Žižek sur la question. Pourquoi la différence sexuelle serait le lieu de ce refoulement originaire, parce qu'au fond, j'ai oublié de le dire, mais on pourrait dire, encapsuler d'une certaine manière la thèse en disant on ne va pas libérer la sexualité de la répression, des mécanismes de répression sociaux, juridiques qui ont pesé sur elle, parce que, en réalité, ces mécanismes sont eux-mêmes
des conséquences d'un refoulement originaire. Thèse effectivement freudienne, après tout, tout à fait orthodoxe. Simplement, encore une fois, ce refoulement originaire est associé par les auteurs à la sexuation. Alors, à mon avis, thèse pas freudienne du tout. Lacanienne, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas assez lecteur de Lacan pour le vérifier, mais pas freudienne, ça j'en suis absolument convaincu, et je vais peut-être avoir le temps de le dire ou pas, on verra. Mais alors dans la construction que fait Žižek, au fond c'est de dire pourquoi est-ce que la différence de sexuation, pourquoi est-ce que la sexuation est-elle intrinsèquement insoluble ou traumatique? Ben justement parce que c'est une différence, dit-il, qui ne partage pas un champ homogène en deux régions, donc en deux catégories, mais qui partage, enfin plus exactement qui partage deux manières de différer. Donc il y a une équivoque de la différence dans les différents. Donc il y a quelque chose de l'acte de différer qui d'une certaine manière ne se consomme pas dans la différence. Alors c'est un point assez intéressant parce qu'en fait il y a une petite logique quand même derrière de la différence binaire. Un des intérêts, c'est une chose que moi que je réfléchis depuis longtemps, à travers notamment mes travaux sur Lévi-Strauss et d'autres, mais une des raisons pour lesquelles il y a ce privilège de la binarité, bon, c'est Jacobson qui a beaucoup insisté sur ça et Lévi-Strauss lui a repris, etc. Mais une des raisons pour lesquelles la binarité est si puissante, c'est que la binarité est une différence complète. Autrement dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc quand vous avez une opposition binaire, vous n'avez pas de reste. Alors qu'effectivement, des différences peuvent être de toute nature, mais l'opposition a ça d'intéressant qu'elle n'est normalement sans reste. Donc là, en l'occurrence, l'argument est de dire, bah, si, il y a un reste qui est le geste de différer lui-même. Quelque chose dans la différence qui fait qu'il n'y a pas de symétrie, en quelque sorte, entre les différents. Il y a un des différents qui fait la différence, qui est marqué, un autre qui est précisément sous la différence. Donc il y a en gros une différence entre... Il y a un des termes qui porte la différence et l'autre qui porte l'indifférence. Bon, c'est ça l'intuition. Bien. Bon, on connaît un petit peu ça, on voit un petit peu comment ça marche, etc. Dans le texte de Jean-Claude Milner, on retrouve un petit peu ça, alors de manière beaucoup moins nette. Donc je vais m'y arrêter un petit peu parce que dans le texte de Jean-Claude Milner, tout repose, donc qui est un peu aussi une relecture de son livre Le triple du plaisir, et tout repose sur l'idée sur laquelle, pourquoi il y a un échec, pourquoi il y a une impasse sexuelle. Alors Jean-Claude Milner reprend un texte de Lucrèce qui a été considérablement influent, qui consiste à voir dans l'échec du sexuel comme fondement, en gros, l'horizon du cannibalisme. C'est-à-dire que si le sexuel est en échec, c'est parce que le modèle est celui de l'incorporation. Donc l'incorporation de l'objet au soi, d'une certaine manière, serait en même temps une limite, puisqu'il détruit précisément l'objet du plaisir. Il y a une chose de cette manière-là. Et à ce modèle donc, de l'incorporation, il oppose un modèle de l'usage, qu'il trouve dans l'histoire, en quelque sorte, de ces constructions, qui consiste au fond, alors l'usage, ça consiste à rendre indifférent la destruction ou la non-destruction de l'objet. Et le modèle de cet acte dans lequel la destruction ou la non-destruction de l'objet est indifférente, au fond, c'est la consommation. Ou plus exactement, c'est la propriété, puisque en droit romain, la définition de la propriété, c'est précisément le droit d'user et d'abuser, notamment de détruire, et c'est toujours le cas de nos jours. Donc, ce qui distingue ces deux termes, incorporation et usage, c'est cette relation à, disons, à la différence ou à l'indifférence de la destruction ou de la non-destruction de l'objet. Pourquoi dans l'usage il y a indifférence? Parce que ce qui est important, c'est que l'objet, on va l'appeler comme ça, ou la chose, disons, entre en interaction, ou soit sujette à un comportement qui n'est pas déterminé en première instance par ses finalités propres. Donc, ce qui est consommé, ça consiste à entrer en interaction avec quelque chose en ne mettant pas ses finalités propres
en premier lieu, en quelque sorte, de cette interaction. Alors, est-ce que le texte de Jean-Claude Milner, finalement, cherche à faire? C'est à montrer qu'il y a, finalement, dans tous ces cas, tous ces modèles, un échec. Alors, je voudrais m'arrêter sur ça parce que j'ai fait une petite observation que je trouve assez amusante, parce que Jean-Claude Milner, dans sa construction, en quelque sorte, fait à un moment une référence à Freud, dans lequel il a le sentiment de retrouver le célèbre texte de Lucrèce, dans lequel Lucrèce décrit les amants qui cherchent à s'entre-dévorer et qui en même temps ne peuvent évidemment pas s'entre-dévorer, de sorte que le désir est sans cesse réalimenté, par l'échec même précisément de son. Et alors là, il renvoie au texte de Freud, au rêve de soif. Donc Freud qui rêve, qu'il boit, se réveille avec sentiment de soif. Alors ça m'a frappé parce que si on regarde, alors il note que, Jean-Claude Milner note que Freud ne fait pas référence à Lucrèce, mais il fait référence à Isaïe. Et alors c'est très frappant parce que dans le texte d'Isaïe, quand on le regarde, donc l'idée étant justement que le besoin, en quelque sorte, ne pourrait pas être accompli par le biais de l'hallucination, du rêve, et en même temps, d'une certaine manière, eh bien, nourrit le rêve, mais du coup doit sans cesse recommencer. Alors, petite chose amusante, c'est que quand on regarde le texte que cite en fait Freud, eh bien le texte de Freud, le texte que cite Freud, est en fait une prophétie. Le réveil en question sera le moment où tous les peuples de la terre se rendront compte que Israël, cet humilié apparent, est en fait glorieux. Autrement dit, c'est quand même assez curieux, c'est-à-dire que la réalité, ce qui est censé être la réalité, en l'occurrence, est une projection messianique, une projection prophétique. Donc ceux qui, autrement dit, nos ennemis rêvaient, cauchemardaient, en nous croyant petits. En fait, nous sommes grands. Donc, on peut se dire, c'est exactement l'inverse de chez Lucrèce, en vérité. C'est-à-dire que ce qui est frappant ici, c'est que ce qu'on pourrait appeler la réalité, en fait, est une promesse, bien entendu, qui est une promesse de quoi? De justice, qui bien sûr jamais ne se réalisera. En tout cas, n'existe que sur le mode de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une petite chose. Alors, moi j'ai l'impression qu'il faudrait, en gros, inverser un petit peu les termes. Et au lieu de considérer que, disons, l'impasse du sexuel est due à l'échec, en quelque sorte, de son projet propre, je pense qu'on pourrait suggérer qu'elle est due au contraire à son succès. Ce qui caractérise précisément le sexuel par rapport à la soif, c'est que l'hallucination lui suffit. Vous comprenez, il y a un petit problème là, c'est-à-dire prendre le rêve de soif comme modèle, en fait, en réalité, du sexuel est curieux, puisque ce qui caractérise effectivement le sexuel, c'est que normalement les simulacres lui suffiraient. Alors que la soif, non. L'hallucination ne suffira jamais à étancher la soif. Mais le sexuel, oui, ça devrait suffire. Et ça, c'est une chose que j'ai en tête depuis longtemps, c'est le problème de Diogène. C'est un problème profondément philosophique, c'est quand même Diogène, il cherche la sagesse. Et le problème de Diogène, c'est quoi? Au fond, le problème de Diogène, c'est comment se fait-il que la masturbation ne suffise pas? Donc Diogène, et Jean-Claude Milner commente ces textes, Diogène, justement, comme on sait bien, veut se passer de l'inutile. Par exemple, la prostituée, on attend trop longtemps, puis on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin de l'attendre, et puis on peut se débrouiller avec sa main. Mais bien sûr, pour Diogène, il y a cette fameuse phrase « qu'il plût au ciel que je puisse satisfaire ma faim rien qu'en me frottant le ventre ». On dit ça ne marche pas, pour d'autres choses. Mais ce qui est intéressant et ce qui est profond, et c'est là où peut-être il y a le point de l'impasse, c'est que ça ne marche pas non plus pour le sexuel. Et c'est là où c'est en vérité intéressant. Et pourquoi ça ne marche pas pour le sexuel? Bon, eh bien moi je pense que le sexuel, justement, si ça ne marche pas, c'est pour des raisons, j'oserais dire, extrinsèques.
C'est-à-dire, en fait, le sexuel se satisfait fort bien de l'hallucination. Autrement dit, le sexuel, c'est la réalité psychique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la réalité psychique. Et donc, il y a d'autres dimensions, en quelque sorte, de la réalité. Alors, quand je dis le sexuel, qu'est-ce que je veux dire? Justement, je veux dire précisément quelque chose qui n'est pas nécessairement lié au génital. Et là, je pense à cette discussion entre Freud et Krafft-Ebing, qui pour moi est fondatrice, à vrai dire, du concept même de sexualité, dans lequel la question est de savoir est-ce que le bébé qui suce son pouce s'adonne à une activité sexuelle. La réponse de Krafft-Ebing est non. Pourquoi? Parce que ça n'est associé d'aucune manière à une excitation génitale. La réponse de Freud est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'excitation génitale n'est pas constitutive du sexuel comme mode d'être. Ce qui est constitutif du sexuel comme mode d'être, c'est toute la théorie des zones érogènes et des pulsions partielles. C'est donc en fait l'excitation locale et gratuite, en quelque sorte, d'une surface métabolique pour elle-même. C'est la possibilité de substituer sur un mode symbolique des objets de toute nature qui doivent juste avoir des propriétés qualitatives adéquates à cette surface, en quelque sorte. Et ça suffit à constituer le sexuel. Le génital, comme on sait, n'est qu'un cas particulier de zone érogène. Alors pourquoi il y aurait un problème? C'est ça qu'on devrait se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a, malgré tout, une insistance de la question génitale dans le champ du sexuel? Alors je rappelle que Krafft-Ebing, lui, dit non, 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 le bébé qui suce son pouce, c'est pas sexuel. Freud insiste, c'est sexuel. Okay, et tout est là, en réalité. Et si vous accordez la position freudienne, la question suivante, c'est-à-dire, ok, très bien, mais malgré tout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui résiste autour de la question génitale? Eh bien, moi, je pense que si la question génitale, justement, peut être une sorte de surface de projection ou de modèle, comme on dit par exemple que la sphère est un modèle pour des espaces non euclidiens, un lieu dans lequel toute la chose est comprise à l'intérieur d'un cas particulier d'espace. Donc si le génital peut être une sorte de modèle pour le sexuel, c'est précisément parce que, effectivement, lui est désuturé du besoin. Précisément parce que là, l'hallucination pourrait suffire. Si ça ne suffit pas, eh ben c'est plutôt parce qu'on a cette espèce de mystère qui est de dire précisément ça marche et pourtant rien n'a changé. Rien n'a changé dans le monde extérieur. Rien n'a été détruit, rien n'a été usé, rien n'a été consommé. Donc en vérité, je pense que le traumatisme, s'il y en a un, qui serait attaché à la question génitale, ou qui serait la manière dont la génitalité capture quelque chose de sexuel et permet du coup de se brancher sur la différence des sexes et comprendre quel est le rôle de la différence des sexes dans cette affaire, est lié plutôt à ce type de mécanisme. Et non pas du tout, enfin en gros, ce qu'il faudrait éviter, à mon avis, c'est, disons, de considérer tout de suite la sexualité comme un rapport entre des personnes globales ou entre des corps individuels. La sexualité est d'abord un rapport d'abord un effet de surface au sens propre, de zone, et puis dans des raccordements entre des zones. Ça permettrait peut-être de resituer ensuite la question de la différence des sexes dans ce débat. Voilà quelques remarques, donc, en quelque sorte introductives que je voulais faire à notre conversation. Comme moi je serai moins bon que vous, je préfère parler d'abord. Effectivement, moi, en essayant d'être le plus hétérodoxe possible par rapport à la doxa psychanalytique et lacanienne en particulier, tant qu'on y est, et en m'éloignant au maximum de la paroisse qui m'a vu naître, j'explorerai effectivement certaines thèses, notamment une thèse
très psychanalytique qui était dégagé pour moi des entretiens que nous avons fait à Jean-Claude Milner il y a une dizaine d'années. Le temps passe très vite. Et la thèse en question est la suivante: la sexualité n'est pas le sexuel. Je ne sais pas si ça a été dit comme ça, mais admettons-le. Et si vous voulez, grosso modo, la sexualité est le lit des procustes, la contrainte, si vous préférez, dans laquelle nous sommes enfermés selon un type sexuel, hommes et femmes, on va dire. Le sexuel, au contraire, c'est ce qui ne s'accommode pas de ces différences sexuelles. La sexualité, c'est l'écuménisme qui inclut hommes et femmes et d'autres créatures du Seigneur, LGBT, il n'y a aucun problème. Le sexuel, c'est ce qui ne s'accommode toujours pas de cette formatage écuménique. Et à partir de là, effectivement, le sexuel, c'est ce qui ressemble le plus, me semble-t-il, à l'idée de la notion de pulsion de Freud en 1905, où il dit exactement, et il va contre l'idée d'un objet inné de la pulsion, à tel point qu'il n'y a pas de partenaire qui les correspondrait le mieux, mais pire que ça, à la limite, il pourrait ne pas avoir de partenaire, au sens où inné en tout cas. Et à partir de là, effectivement, je me suis dit, est-ce que cette thèse-là, cette hypothèse-là psychanalytique, tient la route? Est-ce que ce n'est pas une élucubration de plus de psychanalystes? Est-ce que non seulement le psychanalyste ne saurait pas traiter l'autisme, mais en plus même pas rendre compte des questions de la différence sexuelle en tant que telle? Et c'est pour cela que je me suis intéressé à un auteur très intéressant et amusant, je pense, Simon Baron-Cohen, qui est le cousin de Sacha Baron-Cohen, le comédien, qui a écrit un livre qui s'appelle The Essential Difference, donc les différences essentielles, où il essaie d'explorer, et il fait l'hypothèse qu'il y a au fond deux types de cognition, et cela est inné. Un cerveau masculin et un cerveau féminin. Pour cela, il y a beaucoup d'études qui sont citées, menées dans l'expérience des laboratoires cognitifs, et notamment une étude très intéressante, parce qu'il est très mauvais, mais c'est très mauvaise, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, on explore avec des bébés qui ont un jour seulement de vie, leur appétence spontanée, leur intérêt, si vous voulez, soit pour des formes mécaniques, soit pour des visages humains, avec des mouvements qu'on appelle biologiques, ce qui manque chez l'autiste justement. Et on constate que le bébé et garçon s'intéressent aux formes mécaniques, alors que les bébés filles de un jour seulement s'intéressent aux visages humains et uniques, quoi, un peu comme le partenaire unique tout à l'heure. Et à partir de là, donc il isole deux types de cognition avec deux types de mécanismes. Cerveau masculin, où ce qui intéresse, ce qui compte le plus, c'est la systématisation. Cerveau féminin, où ce qui compte le plus, c'est l'empathie. Concernant la systématisation, c'est quoi? C'est faire les ordres dans un certain ordre, ou bien collection. Équipe de rugby, collection de petits soldats, ou collection de séminaires de Jacques Lacan, peu importe. Et quant à l'empathie, c'est pas seulement l'empathie au sens où on sent on comprend ce que la personne ressent et qu'on comprend ses sentiments, mais bien au contraire, bien plus que ça, c'est le pouvoir d'être avec l'autre, d'être plus proche et près de l'autre, être tellement près de l'autre qu'il n'est plus autre que l'autre, n'est-ce pas, comme tel, c'est-à-dire qu'à la fin, l'empathie devient une sorte de passion, la même que celle des collectionneurs de petits soldats ou des séminaires de Jacques Lacan. Et à partir de là, ça m'est semblé intéressant de voir comment c'est très facile de se moquer de l'anglais, parce que Baron-Cohen est anglais, qui réduit hommes et femmes à des simples stéréotypes, et qu'en plus il considère que c'est inné, donc c'est un imbécile, mais ce n'est pas plus stéréotypé que lorsque le psychanalyste, on va dire lacanien pour ne pas les citer, voit dans toutes les femmes des parfaites hystériques et des hommes des petits obsessionnels qui collectionnent le petit soldat. C'est-à-dire qu'on est de la stéréotypie aussi. De l'autre côté, l'innéisme, je me suis intéressé au contraire
au tenant de la, on va dire, la répression sociale. Ceux qui pensent qu'il y a la répression sociale qui nous façonne dans la sexualité, qui nous font hommes et femmes, et notamment Monique Wittig, qui est une Française féministe qui a habité aux États-Unis, et qui écrit un livre, enfin plusieurs manifestes, pour dire qu'il faut finir avec la différence sexuelle, que hommes et femmes, c'est du pipeau, c'est inventé, et qu'il faut finir notamment avec la classe femme, dans la mesure où c'est une classe de personnes, d'humains, opprimés par les hommes, et le terme maître-esclave est employé de manière délibérée par l'auteur. À partir de là, je m'intéresse à une thèse, qu'on va dire, de Lacan des années 70 à propos de ce qu'il appelle la forme de sexuation, où il divise deux types. Il casse avec la différence anatomique. Il n'y a plus de différence anatomique. L'anatomie n'est plus le destin comme le pense Freud, tout au contraire, ce n'est pas cela. Et ce qu'il isole, c'est deux types, on va dire, logiques, pour ne pas dire comme ça, non pas hommes et femmes, mais plutôt le tout et le pas tout. Je passe sur la manière dont il s'appuie là-dessus. Il s'appuie sur le paradoxe de Bertrand Russell, qui peut s'énoncer, je vous l'ai dit seulement, mais ne retenez pas ce que je vous dis parce que ce n'est pas la peine. Et est-ce que l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, se contiennent-ils lui-même? Bon, il y a un grec qui est mort à cause de ça parce qu'il a passé plusieurs nuits en essayant de résoudre la question. Il n'est pas arrivé, donc c'est mort. Mais, et en tout cas, il y a deux possibilités, effectivement. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans la position du tout, où vous pensez qu'il y a des réponses à tout, et vous pensez que tout ce que vous dites est tout à fait programmé, ou dans tout ce que vous dites, il n'y a pas d'erreur, ni de lapsus, ni quoi que ce soit, et donc vous êtes dans la totalité et dans la collection de petits soldats, soit au contraire, vous êtes une sorte de lèvre, et dans ce cas-là, vous êtes un bon candidat pour le divan psychanalytique. Dans le premier cas, vous êtes TCC, vous avez la réponse à tout. Dans le deuxième cas, vous êtes plutôt lacanien, on va dire. Donc l'idée est la suivante. Ce que je dis, enfin, dans le premier cas, vous êtes plutôt un homme, et c'est Lacan qui utilise quand même ces propos-là. Dans le deuxième cas, vous êtes plutôt une femme. Voilà. Dans le premier cas, vous êtes abonné au journal L'Équipe. Dans l'autre, vous vous intéressez au téléroman et aux telenovelas. L'idée, donc, c'est de dire que cette séparation-là, que Lacan le fait lui-même, donc il suffit de lire le séminaire encore, il met d'un côté la totalité au sein du tout, il introduit les hommes, et de côté de pas tout, et de côté les femmes. Il me semble qu'il y a là en germe ce qu'on pourrait être une réponse à la pluralisation, la pluralité d'identification sexuelle, au sens où le tout correspond à ce qu'on peut appeler la sexualité et les pas tout. Il ne s'agit pas d'une jouissance féminine qui est en contact avec Dieu, comme les mystiques, etc., ce qu'on raconte dans le cercle lacanien, mais au contraire, la possibilité de ce sexuel qui ne s'accommode toujours pas de la sexualité, qui résiste à toute identification et qui produit plutôt l'éclatement du sexuel et à quel nous assistons. Si ce que je dis est vrai, alors ce modèle lacanien anticipe non seulement la pluralité des identifications, mais de plus, il anticipe aussi la rupture opérée entre les sexuels en tant que toujours différents de sexualité normative. La dialectique, je peux appeler ça comme ça, entre les sexuels pulsionnels et la sexualité répressive comme telle est permanente et irréductible. En ce sens, le déplacement opéré par Lacan, qui va de la différence anatomique au paradoxe logique, indique bel et bien qu'il n'y a pas de solution au problème du sexuel et que c'est l'incommensurable de la pulsion, le vrai roc théorique
et la découverte freudienne qui reste plus que jamais d'actualité. Voilà l'idée. Pablo, juste, du coup, on est bien d'accord que du coup le sexuel est fondé sur la logique de la différence des sexes. C'est non, justement, c'est ça l'inconvénient. C'est l'irréductible. Moi, ce que je dis, non, mais attends, ce que je dis, c'est la suivante. Il est facile. Si on est un bon élève lacanien, qu'est-ce qu'on dit? Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais forcément, il y a une irréductibilité entre l'homme et la femme, la différence sexuelle, c'est fondamental, on ne peut pas changer ça. Contrairement à ce qu'il pense Wittig. Moi, je pense qu'au contraire, on peut réduire et faire éclater la différence sexuelle comme telle, homme et femme. Je veux dire par là que pour Freud, il n'y a pas, pour l'inconscient, il n'y a pas de différence sexuelle. C'est aussi clair que ça. Et donc, bon, dire que forcément il y a une différence sexuelle parce que la castration, le phallus, bon. Donc, ça, on peut laisser ça de côté. La question, c'est qu'il y a toujours une irréductible de la différence. Si Wittig, admettons, on accepte ce que dit Wittig, il y a plus d'hommes et de femmes, ensuite il y aura la classe de ceux qui sont d'accord avec Wittig et ceux qui ne sont pas d'accord avec Wittig, et qui devront faire avec leur corps, leur sexuel, leur positionnel. Et de là que l'inconvénient de Wittig, c'est de réfléchir comme si on n'avait pas de corps. C'est ça l'inconvénient, je pense. C'est-à-dire, ok, on n'est plus homme et femme, bon, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant voilà. Donc, ce qui est irréductible, c'est la différence comme telle, et non pas la différence sexuelle. Je pense que ce n'est pas Lacan qui dit ça, mais je pense qu'il aurait dû le dire, à mon avis, à la fin des années 70, à partir du séminaire encore. Mais c'est la même chose qu'on peut dire. Oui, très bien. Ça n'en reste pas moins fondé, absolument, l'impasse du sexuel sur la logique de la différence de la sexuation. L'opération revient à faire ça, ce qui me semble un problème. Il faut... Je dirais que ça procède en deux temps. C'est fondé sur une différence, qui est une différence entre l'abord du tout, et cette différence ensuite s'investit comme différence sexuelle. Mais je dirais que c'est en deux temps. Et là je ne parle que de mon point de vue, dans l'approche phonologique de Jacobson, ce qui est fondamental, ce ne sont pas les phonèmes, ce sont les traits différentiels. Et ce sont les traits qui, en quelque sorte, déterminent le système des oppositions. L'ensemble d'un certain nombre de traits va définir un phonème. Ce phonème va avoir une réalisation phonétique, matérielle, enregistrable sur des bandes, observable par le mouvement des organes, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une différence radicale entre la définition phonologique, mettons, d'une voyelle, un A, et la définition phonologique en termes de traits et sa réalisation phonétique. Ceci a été noté assez tôt. La question, c'est de savoir s'il y a une relation, en quelque sorte, entre guillemets, là j'emploie le vocabulaire qui était employé par les linguistes à ce moment-là, une relation naturelle. Autrement dit, par exemple, est-ce que lorsque la phonologie définit un phonème comme sonore et sa contrepartie comme sourd, donc avec vibration des cordes vocales dans un cas et sans vibration des cordes vocales dans l'autre, mais du point de vue systématique, est-ce que dans la réalisation phonétique, il y a toujours la même opposition? Et la réponse des phonologues les plus systématiques, c'est de dire non, pas du tout.
Et il est même possible, disaient les plus systématiques, qu'il y ait une inversion. C'est-à-dire que le phonème, que le système va définir comme sonore, se réalise comme sourd, et que le phonème que le système va définir comme sonore se réalise, que le système va définir comme sourd se réalise comme sonore. Je dirais qu'on a dans l'approche en termes du tout et du pas tout, on a une démarche de ce genre. À mon avis, ça ne peut pas représenter le dernier mot de toute chose, mais introduire la différence des sexes, telle que vous le faites, Patrice Manillier, ne peut pas se faire sans respecter le système par étapes, qui est le système organisant l'approche lacanienne à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a une véritable distance entre, d'un côté, l'opposition tout et pas tout, et la différence sexuelle. Le nom de féminin et de masculin, ou le nom de femme et d'homme, sont tantôt des noms systémiques et tantôt des noms phénoménologiques ou descriptifs. Et l'un à l'autre, il y a vraiment un pas. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une véritable correspondance terme à terme. Cette correspondance est toujours problématique. Lorsque Lacan dit par exemple « je considère comme hétérosexuel tout être parlant qui aime les femmes, quelle que soit son appartenance anatomique par ailleurs », c'est parce que le féminin est du côté de l'hétéros, et que ce soit un homme qui aime les femmes ou une femme qui aime les femmes, ce sera hétérosexuel. Donc cette détermination-là fait que l'hétéros, comme détermination systémique, l'emporte dans la qualification sur disons, la différence des sexes au sens classique du terme. Mais pour reprendre votre présentation, Patrice Manillier, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que le pluriel de sexualité dans le titre soit conduise conduise le lecteur sur une voie trompeuse. Je pense qu'en vérité, il y a plusieurs abords dans ce livre, plusieurs abords du vocable de sexualité. L'abord que j'en fais, c'est d'interroger dans ce vocable le fait que précisément il soit de manière systématique employé au singulier. Autrement dit, la sexualité au singulier. Et je pose la question de ce singulier. Qu'est-ce qui le justifie? Chez Freud, Bisexualität devient le phénomène, et c'est avec l'article défini singulier qu'il fonctionne de la manière la plus fréquente et pratiquement constante. Et je m'interroge sur ce point. Mon propre abord, c'est de mettre en cause cet usage d'un défini singulier en disant, mais en fait, on peut parfaitement ramener la sexualité à un ensemble de réponses à des questions qui sont des questions plurielles et qui ne se superposent pas. Je résume très simplement, c'est moi, en liaison avec la réponse à la question d'où viennent les enfants, cette question-là ayant, à mon sens, reçu une réponse pratiquement depuis que l'humanité existe, en tout cas depuis le néolithique, on peut dire que
l'humanité sait d'où viennent les enfants. En relation avec la réponse à cette question, 3 questions. Qui épouse-t-on? Avec qui couche-t-on? J'aurais pu en faire. Qu'est-ce qui, avec qui ou avec quoi obtient-on émission de fluide et ou d'étumescence? C'est ça, avec qui couche-t-on? Et enfin, qui aime-t-on? C'est la coalescence de ces 3 questions qui a rendu le mot sexualité utile à la fin du XIXe siècle pour aborder des interrogations que la société occidentale se posait sur elle-même. Et pourquoi elle se les posait? C'est que, précisément, elle assistait au fait que la réponse à la question « avec qui couche-t-on » et la réponse à ces 3 questions ne se superposaient plus. Autrement dit, la doctrine classique du mariage qui était le mari et la femme ont le devoir de s'aimer, ce n'est pas l'éros, c'est autre chose, mais peu importe, ils ont le devoir de s'aimer, l'amour conjugal. La fin du mariage, la finalité du mariage, c'est la procréation. Réponse à la question d'où viennent les enfants. La procréation et l'amour conjugal satisfont les nécessités de l'émission de fluide et de détumescence. Autrement dit, tout ce qui entraîne émission de fluide ou détumescence hors du mariage, ça s'appelle l'adultère, ça s'appelle tromperie, peu importe des détails. Bien, cette conception-là de la sexualité, je pense qu'elle est, pour quelqu'un comme Freud, le point de départ qu'il accepte pour le déconstruire. Il lui faut ce point de départ pour déconstruire ce point de départ. Et c'est, à mon avis, ce qui explique cet usage chez Freud de tantôt la sexualité et tantôt des mots sexual ou Geschlecht. Alors, aujourd'hui, au moment où nous parlons, et j'ai pu lire, puisque Patrick Maniglia a eu l'amabilité de nous envoyer à Juan Pablo Lucchesi et à moi-même un texte qu'il a écrit il y a quelques années, un texte où il pose la question, mais est-ce que nous ne vivons pas, ou en tout cas, est-ce que la question d'une société post-sexuelle n'est pas à l'ordre du jour? Bien, je dirais que si vous posez cette question-là, vous avez vous-même à vous poser la question de savoir si une société post-sexuelle est une société post-sexualité ou une société post-sexuelle. Ça n'est pas la même chose. Si c'est une société post-sexualité, c'est simplement une société, ou ça peut être simplement une société qui sépare les 3 questions que j'évoquais. Et dans les faits, ces 3 questions sont séparées. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où on peut aimer quelqu'un qu'on n'épouse pas, on peut épouser quelqu'un qu'on n'aime pas, on peut épouser quelqu'un qui ne satisfait, qui n'entraîne aucune détumescence, etc. Enfin, toutes les variations sont aujourd'hui admises. Mais évidemment, ça ne signifie pas que cette société
post-sexualité, soit post-sexuelle, au sens où vous l'entendez, en tout cas. Et donc la question, c'est de savoir comment s'insère le sexuel dans ce dispositif. Si on est dans une société post-sexuelle, alors là, on est obligé de revenir à l'interrogation que Freud s'était posée à lui-même. Je cite un texte de 1912. Alors, je ne dirais pas que c'est votre position, mais je dirais que c'est une position que Freud a tenue, où il oppose tout ce qui relève du sexuel, pas la sexualité, du sexuel, tout ce qui relève du sexuel, il l'oppose à ce qui relève de la civilisation. Il dit, il est possible que la civilisation, écrit en 1912, qu'est-ce qu'il entend par civilisation en 1912 ? Nous le savons très bien. Ce qu'il entend par civilisation, c'est l'idéal européen. Même pas l'idéal occidental, c'est l'idéal européen. Ce qu'il y a de commun entre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ou l'Angleterre plus précisément, peut-être la France, pas sûr qu'il ait considéré la France comme entièrement civilisée, en tout cas Paris, sans doute Paris, peut-être pas le reste de la France, et en gros ça s'arrête là. L'Italie, pour les musées, oui, mais pas pour le reste. Donc c'est quelque chose de très très précis. Et dire que la civilisation ne pourra s'accomplir, se poursuivre, que si tout ce qui relève du sexuel est contrôlé, encadré, guidé, coulé dans des... et en fait, il emploie des mots très précis, en fait, des mots du type répression. Il dit peut-être est-ce là la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. C'est tragique, c'est comme ça. Mais le devoir de la science, c'est de reconnaître la vérité, même quand ça. Alors, la question que je me pose, moi, c'est si, sous les dehors, qui sont des dehors, en gros, permissifs, en tout cas, prêt à accepter beaucoup de choses, votre position quant au post-sexuel ne rejoint pas la question des progrès de la civilisation. Autrement dit, est-ce que votre question, ça n'est pas, après tout, la sexualité, c'est pas très intéressant. Que ce soit pluriel ou singulier, ça vous a permis de faire une introduction, mais c'est pas très intéressant. La question que moi je pose, à savoir pourquoi la sexualité a-t-elle intéressé, intéresse-t-elle encore, c'est parce qu'elle répond à 3 questions, et que ces 3 questions se disjoignent. Je pense que vous pouvez l'accepter, mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, je crois, c'est quelque chose d'autre, qui est que, fondamentalement, c'est le sexuel, le sexe, cet ensemble de mots qui pose problème. Et pourquoi ça pose problème ? C'est parce qu'en fait, c'est là que se glisse, sous une forme qui est au fond, chez vous, très fortement la politisation, l'implication des formes politiques dans les questions de cet ordre. Autrement dit, l'idée que les formes politiques et notamment les forces étatiques sont toujours prêtes à s'emparer de ces objets que l'on appelle sexuels, c'est, à votre avis, me semble-t-il, ce qui fait obstacle à la civilisation.
Mais puisque la civilisation va l'emporter, alors il faut se débarrasser du sexuel. Donc il me semble que votre remarque apparemment est anodine sur le fait que dans le titre « Sexualités en travaux », le pluriel est trompeur, recouvre en fait une objection beaucoup plus profonde qui est liée à votre propre approche de la question, qui est, me semble-t-il, peut-être que je me trompe, qui est fondamentalement que tout le vocabulaire sexe ou sexuel, tout ce vocabulaire-là désigne un champ qui fait obstacle à ce que vous n'appellerez pas civilisation, mais que vous appelleriez peut-être, je ne sais pas, un vivre ensemble. Civilisation, c'est bien. Bon, alors, civilisation, un vivre ensemble, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas vous prêter un vocabulaire qui n'est pas le vôtre, mais quelque chose de cet ordre-là. Et si c'est vrai, alors vous êtes extraordinairement freudien, mais le freudien d'avant la guerre de 14. C'est-à-dire, quand même, un Freud qui n'a pas fait toutes les expériences qui vont se révéler si déterminantes pour lui, notamment la scène de la guerre. Voilà. Alors moi j'aimerais juste rebondir pour vous réentendre, parce que mon problème n'est pas du tout la relation entre la phénoménologie des hommes et des femmes et la logique de la différence des sexes, de la sexuation telle que Lacan en donne des formules. Mais mon problème est la relation entre, on va dire, la pulsion et la sexuation, entre le sexuel et le genre. Et mon sentiment est que dans le livre, l'énoncé « la sexualité n'est pas le sexuel » se paye d'un prix qui me semble un peu trop élevé, qui est d'arrimer en réalité la pulsion à la sexuation. C'est ça mon problème. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai bien compris que la sexuation ne correspond pas à la distribution des rôles genrés, anatomiques ou comme on voudra. C'est la relation, si vous voulez, dans votre vocabulaire, Jean-Claude Minet, entre les sexualia et les genitalia, d'une certaine manière. C'est ça, je trouve, le problème. Et de ce point de vue-là, je pense que ce serait intéressant de vous entendre. Et puis, deuxième point, je ne suis pas complètement convaincu par l'idée selon laquelle le mot sexualité désignerait, disons, le n'en rien vouloir savoir les uns et les autres. Historiquement, il me semble que, disons là, je suis assez proche de ce que dit Foucault. Foucault dit pas du tout qu'il faut critiquer la notion de sexualité. C'est d'ailleurs pas une notion, c'est un dispositif, c'est une réalité qui contient des sensations, des institutions, des pratiques, des discours, bien des choses. Et dans un texte d'ailleurs qui est un dialogue avec nul autre que Bernard-Henri Lévy, qui s'intitule quelque chose comme « Non au sexe roi », quelque chose comme ça, qui doit être les années 78, Foucault oppose la sexualité au sexe. Il dit qu'il faut jouer la sexualité contre le sexe. Et le sexe, c'est quoi? Ben, c'est justement la projection, on pourrait dire, si j'ose dire, fantasmatique, enfin, d'une essence du sexuel qui serait réprimée et qu'il faudrait libérer. Donc, et lui, il dit, comme moi d'ailleurs, il faut se libérer cette idée qu'il faut libérer le sexuel. C'est précisément ça le point. Et la sexualité, c'est quoi? Ben, finalement, elle est liée entièrement à la notion de perversion pour Foucault, d'où l'importance du chapitre sur les jardins des perversions, qui sont véritablement des productions. Et Foucault défend finalement la perversion comme une ressource stratégique pour la jouer contre le sexe, comme un point d'appui pour la jouer contre le sexe. Donc, et pourquoi ça touche à notre affaire? Ben parce que justement, vous voyez bien que ce qui est dans cette affaire de perversion, c'est la même chose que le pouce. C'est le pouce du bébé. Et Krafft Ebing, comme on sait, dans sa Psychopathologia Sexualis, ben, en fond, c'est un peu lui
qui offre ce concept de perversion à Freud et un certain nombre de phénomènes. Bon. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut penser justement, en fait, finalement, la perversion sans l'arrimer immédiatement, pas en disant que ça n'a jamais aucun rapport, mais sans l'arrimer immédiatement à la question de la sexuation. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout, disons, de la sexualisation de tout qui constitue finalement la notion de sexualité. La sexualité, ça veut dire qu'on peut érotiser n'importe quoi. C'est ça le point. Voilà, alors après, bon, peu importe ce que moi je raconte, mais quand je parlais des sociétés post-sexuelles, donc invitation aux sociétés post-sexuelles, en fait le titre est ironique. Hein, et le texte commence par justement la phrase de Freud à Jung, quand Freud dit « Quiconque promet à l'humanité de les libérer des épreuves du sexe sera accueilli en héros ». Donc je dis, moi je sais ce que je promets, malheureusement ça ne marche absolument pas, je ne suis pas du tout accueilli en héros. Et qu'est-ce qu'il faut pour promettre, pour libérer l'humanité? Enfin, ce que je dis au contraire, c'est qu'il faut justement, à ce point-là je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire accepter les épreuves du sexuel, de ce que vous appelez les épreuves du sexuel, et pour ça, il faut juste les séparer de la loi, ne pas inscrire le sexe dans la loi. C'est ça, ce que j'appelle les sociétés post-sexuelles, ça n'arrivera pas, que tout le monde se rassure, si ça vous intéressait à l'idée qu'il y ait des infractions sexuelles, c'est un truc que vous pensez vraiment important pour l'émancipation de votre âme et de votre corps, rassurez-vous, il y en aura, et toujours plus de gens en prison pour des infractions sexuelles, parce que la moitié des gens qui sont aujourd'hui condamnés pour crime le sont pour des infractions sexuelles. C'est ça la réalité aujourd'hui du système pénal français. Bon. Et c'est un résultat, ce n'était pas du tout le cas avant. Bon, moi j'ai une petite interprétation là-dessus qui rejoint vos réflexions, c'est-à-dire je pense fondamentalement que la notion de sexuel a permis de compenser l'effondrement, justement, du mariage comme institution régulatrice, je dirais, de l'échange symbolique, au sens lévi-straussien du terme. Et qu'est-ce que c'est qu'un échange symbolique? Eh bien, c'est quelque chose qui permet de constituer des personnes par une transaction. C'est ça le propre d'un échange symbolique, du don, c'est qu'en donnant, je donne quelque chose de moi-même, je me fais exister en faisant exister en même temps l'autre comme sujet, une personne, etc. Si vous regardez bien, aujourd'hui le sexuel fonctionne comme ça. Et on a un indice de ça très précis, c'est que la marchandisation en fait, du sexuel est interdite par la loi. Autrement dit, ça ne peut que se donner. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique, très intéressant. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans toutes les sociétés, c'est pour ça que je ne me précipiterai pas à dire que c'est lié au capitalisme, parce que par exemple aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Donc il faudrait réfléchir pourquoi dans certains cas c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça dans d'autres, il y a manifestement des raisons. Mais je pense effectivement qu'on peut dire que on attend du sexuel qu'il nous donne, c'est ce qui intéressait Foucault, nous donne notre subjectivité, notre vérité subjective. Pourquoi? Parce que c'est dans la relation interpersonnelle, précisément, que se constituent les personnes. Voilà un petit peu le cadre. Mais donc, le point qui me paraît intéressant, c'est relation, pulsion, sexuation. Et là, je veux dire, Jean-Claude Milner, dans votre texte, c'est quand même intéressant parce que finalement, vous aboutissez un peu à ça, quand même, à cet arrimage, un petit peu comme Juan Pablo, du sexuel sur la sexuation, mais par un biais qui est quand même très différent, c'est-à-dire par votre commentaire de Lucrèce. Mais au bout du compte, dans ce commentaire de Lucrèce, il y a quand même... Le problème de Lucrèce, c'est quoi? C'est que je ne peux pas dévorer l'autre. Le problème de Lucrèce, c'est... Je veux bien que ce soit le problème de la sexuation, mais c'est d'abord, même si... Bah oui, c'est pas d'abord le problème de la sexuation, je suis tout à fait d'accord. Non, je veux dire, c'est d'abord le problème des corps. C'est-à-dire que les corps ne peuvent s'interpénétrer autant qu'on voudra, ils ne se fondront jamais. Bah si, il y a un film qui s'appelle Cannibal, qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur ce cannibale japonais qui a mangé une Hollandaise à Paris. Ça arrive. C'est pas bien vu, mais c'est pas impossible en soi. Non, mais rien n'est impossible. Il faut se demander, c'est pas que ce soit impossible en soi. Non, rien n'est impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que pour Lucrèce, je reviens à ce texte de Lucrèce que je commente, effectivement, qui me paraît extrêmement important, l'obstacle qu'il voit, c'est la non-fusion des corps, l'impossible de la fusion des corps.
Il dit d'ailleurs très précisément, ça n'est pas comme la consommation d'une nourriture ou d'une boisson. Donc, ensuite, c'est Kant qui va un pas plus loin en disant, mais sans le dire sous cette forme-là, mais en disant, en gros, Lucrèce, dans les faits, place le cannibalisme à l'horizon de l'acte sexuel, en tant que cet acte sexuel n'est pas encore soumis à la question de savoir qu'y a-t-il d'humain. Parce que dès que la question de l'humain se pose, autrement dit la part d'humanité qu'il y a en chacun selon Kant, si elle doit être préservée, alors il faut quitter le modèle de l'incorporation pour le modèle de l'usage. Jusqu'à présent, on n'est pas sorti de cette opposition en réalité. Parce que tout ce que je vois dans les sociétés occidentales concernant, on pourrait appeler l'humanisation des relations entre partenaires, pour les sexuels pour aller vite, c'est-à-dire partenaires dans ce moment d'émission de fluide et de détumescence, l'horizon qu'on leur propose, c'est le consentement. C'est le consentement préalable avec dans beaucoup de lieux des pratiques presque de signer des papiers indiquant j'ai donné mon accord à ceci, un baiser, j'ai donné mon accord à une étreinte, etc. Si le papier n'est pas signé avec toutes les cases, en fait, l'accusation de viol est constituée. Donc, on est dans le modèle kantien, on peut tourner en ridicule parce que les expressions kantiennes sont effectivement de l'ordre de l'humour noir. Lorsqu'il décrit les risques mortels que chaque partenaire sexuel encourt, il dit par exemple que la femme encourt le risque mortel lié à l'accouchement, tout le monde comprend, mais quand il dit que du côté du masculin, de l'homme, c'est le risque mortel d'être épuisé par la demande de sa partenaire féminine, bon, on est dans la comédie, si j'ose dire. Mais indépendamment de cela, c'est Kant qui dit ce qui se passe dans les sociétés dites civilisées. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, on est dans la logique du contrat et du consentement mutuel. Donc on ne peut pas faire comme si... Je vous ferai remarquer qu'on ne l'est pas, sinon la prostitution serait légale. C'est très simple, on ne l'est pas parce que sinon la prostitution serait légale. S'il y avait un droit de contractualiser au sens où justement la logique du consentement en ces matières n'est pas la logique du consentement en matière contractuelle. En vérité, c'est ce qu'elle peut là, se je vous renvoie votre remarque, elle est très juste. C'est que cet espace du contrat, du contrat librement consenti, ne doit pas être un contrat marchand. C'est-à-dire que la prostitution, la seule forme de contrat qui est admissible, c'est un contrat qui ne soit pas marchand. Et donc, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un échange symbolique. Alors d'accord, mais c'est très intéressant de voir que dans des sociétés du type capitaliste, on a édifié une forme de contrat qui, justement, n'est pas un contrat marchand. C'est tout à fait intéressant. Mais pourquoi le contrat, et je suis là aussi d'accord avec vous, c'est parce que la dualité des corps est considérée comme irréductible. Elle est considérée comme irréductible parce que si elle n'était pas considérée comme irréductible, on admettrait que l'horizon, c'est un cannibalisme possible. Il est tout à fait intéressant que
ce soit précisément dans les communautés LGBT que la question du mariage se pose à nouveau et dans les termes les plus classiques, c'est-à-dire mariage impliquant monogamie, fidélité, comme dans le mariage entre hommes et femmes au XIXe siècle, par rapport à une génération qui avait découvert que l'union libre avait des charmes entre hommes et femmes. Donc il y a toute une série de choses qui sont en train de se passer, et toutes ces choses qui sont en train de se passer reposent sur la séparation des corps. Et cette séparation des corps me paraît plus importante que la question de la différence sexuelle. C'est la différence des corps. Et chez Lucrèce, il ne prend que l'exemple de hétérosexuels, enfin hommes et femmes, il n'en reste pas de la même manière. S'il s'agissait de deux hommes ou de deux femmes. Et chez Freud alors, avec le pouce de mon bébé. Alors, ce qui est très intéressant dans la position de Freud, c'est qu'on ne peut y répondre qu'en reprenant la position lacanienne, à savoir métaphore et mythonomie. Métaphore et mythonomie, c'est-à-dire que le pouce est soit métaphore, soit métonyme. Bah, c'est pas la position de Freud. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Pas dit le contraire. Mais la position, en tout cas, ce que moi je dirais, c'est que la différence entre génitalia et le pouce, les lèvres, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, la peau, etc., ou la soie, pour reprendre le cri de la soie de Clérambault, tout cela s'aborde par métaphore et mythonomie des génitaliens. Ça ne me paraît pas... Ça ne me paraît pas freudien du tout. Ça ne me paraît pas non plus vrai, mais ça c'est... Ça c'est une question. Ça n'est pas très... Si vous prenez la théorie du fétichisme chez Freud, c'est pas si éloigné que ce que je propose. Il y a des points, il y a des intersections, effectivement. Mais, Voilà, peut-être qu'on peut passer la parole à la salle. Un des buts de mon texte, justement, de provoquer les psychanalystes, évidemment. Donc, je sais qu'il y en a ici qui, elles, peuvent répondre à la provocation. Si vous êtes d'accord. Oui, merci. Je serais content d'avoir un éclairage de Patrice Magnéguier sur la question du contrat comme étant nécessairement marchand. On peut convenir sémantiquement que le contrat ne désignera qu'une transaction marchande, mais de fait, empiriquement, sur les questions de pratique sexuelle par exemple, dans les communautés BDSM, le contrat est le cadre formel typique de ce qui se passe. Donc, et c'est pas marchand, enfin, ça n'a pas besoin de l'être. Enfin, c'est pas ce qui le définit en tout cas. oui, non mais la question du contrat. En fait, la question du contrat, disons, traditionnellement, typiquement dans la construction de Kant, elle suppose la distinction de la personne et de la chose. Donc ceux qui contractualisent sont des personnes. Des personnes sont des entités fictives d'imputabilité juridique, susceptibles d'être responsables des engagements qu'ils prennent au moment où ils les prennent, et de manière effectivement parfaitement explicite, et ils ont toute liberté de contracter. C'est une des propriétés. Alors, il y a ce qu'on appelle justement des contrats léonins, il y a des contrats qui sont des contrats contre les bonnes mœurs, etc. Donc on peut limiter le champ du contrat, mais on le limite de l'extérieur.
en droit, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas, si, disons, ce qu'on appelle de nos jours l'intégrité sexuelle. Parce que c'est ça, vous savez, quand on est violé, la question c'est qu'est-ce qui exactement a été l'objet d'une atteinte? Quelle est la valeur juridiquement protégée par la législation qui réprime le viol? Les juristes se posent des questions, ils ne savent pas trop, c'est pas la vie, ça peut être évidemment l'intégrité physique, mais ça c'est déjà protégé par d'autres types de dispositifs pénaux, etc. Bon, ils sont arrivés à cette idée sur laquelle c'était l'intégrité sexuelle. Et en fait, si vous regardez le discours d'ailleurs sur le viol, ce qui est frappant, c'est que quand l'intégrité sexuelle est atteinte, c'est la personne qui est atteinte, d'où l'idée de meurtre psychique. Le viol, c'est un meurtre psychique. On tue la personne directement. Donc, quand il y a donc vous voyez bien qu'il y a un problème de séparation de la personne et de la chose. J'ose pas dire du sujet, parce que le concept est compliqué, mais et là on voit bien qu'en matière sexuelle, justement, précisément, c'est pas le cas. Il y a précisément la volonté d'instituer, parfois même donc, juridiquement, cette indistinction de la personne et de la chose. Donc je dis simplement, c'est curieux, moi je suis d'accord avec vous, c'est curieux parce que si, disons, la forme marchande était, disons, l'ontologie sous laquelle les corps susceptibles de plaisir sexuel circulaient aujourd'hui, ils pourraient très typiquement être vendus et achetés. Or, ils sont typiquement interdits à la vente et à l'achat, sauf sous des formes précisément de simulacre, comme dirait Lucrèce, c'est-à-dire la pornographie, des choses comme ça. Là, on peut effectivement, parce que on peut, dans de manière très contrainte, etc. Donc, c'est juste que j'attire l'attention sur le fait que cette idée selon laquelle « oh, c'est affreux de nos jours, toutes les avant-gardes sexuelles veulent contractualiser les rapports sexuels » est en fait une manière de leur donner d'ailleurs trop de choses, parce que c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'elles font, au contraire. Elles institutionnalisent. Et ça, c'est un point important d'ailleurs qui est aussi dans le texte de Jean-Claude Milner, c'est le problème justement du mariage. C'est un vieux débat philosophique et juridique. Est-ce que le mariage est un contrat ou est-ce que c'est une institution? Donc Kant le définit comme un contrat par lequel deux personnes deviennent propriétaires des organes sexuels de l'autre. Définition. Donc, Kant ne fait que reprendre une vieille définition canonique. En réalité, d'une certaine manière, dans la tradition, remonte à Saint-Paul, en fait. C'est très ancien. Bon, c'est dans ça au droit canon. Pourquoi? Parce que pour Kant, ce qui est horrible, c'est de se traiter soi-même comme une chose. Donc, pour Lucrèce, ce qui fait l'impossible du rapport sexuel, c'est le cannibalisme, donc la destruction en fait, de l'objet dont je veux jouir. Ce qui est curieux, parce qu'on pourrait jouir malgré tout. On détruit très agréablement les croissants le matin, et puis ça ne fait pas tant de points exacts, mais là, ça paraît un obstacle. Donc, cet impossible est suppléé par des simulacres. Ça, c'est toute la théorie des simulacres. Pour Kant, l'impossible du rapport sexuel, c'est le fait de se traiter soi-même comme une chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour Kant, la masturbation est pire, enfin, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. On fait un usage de soi comme d'une chose. Donc, solution, la réciprocité. Donc, on ne peut pas faire ça avec soi-même, par définition. On peut faire ça avec un autre. Simplement, c'est une promesse qu'on ne peut pas briser. Donc, ce n'est pas un contrat ponctuel. Là-dessus, Hegel arrive et il dit ce que dit Kant est totalement obscène. Le mariage n'est pas un contrat, c'est une institution. Une institution, ça veut dire précisément qu'elle n'est pas à la liberté des contractants. Donc vous pouvez entrer ou sortir d'une institution, mais vous ne pouvez pas contractualiser ce qui est dans l'institution. Et c'est la vérité, en fait. Le mariage est une institution qui organise, en effet, disons, la reproduction sociale et biologique à travers l'échange symbolique. Bon, quand le mariage s'est cassé la gueule, c'était ma lecture, disons, ça a pris, disons, au XXe siècle, on va dire. Définitivement dans les années 70, qu'est-ce qui a pris la place de l'institution, du truc que vous ne pouvez pas contractualiser? Le sexe. Et
On voit très bien, donc si vous voulez, c'est un modèle concubinaire du sexe. C'est-à-dire, si vous couchez avec quelqu'un, ça crée des droits. Par le fait même que vous l'avez fait, ça crée des droits, directement. Donc c'est pas une logique du contrat, c'est plutôt une logique de l'institution. Vous voyez ce que je veux dire? Ça à mon avis, ça ne répond pas à la totalité de ce qui se passe et de ce qui se dit. C'est-à-dire qu'effectivement, la position kantienne, c'est que le mariage est un contrat. Il ne dit pas du tout que ce soit un contrat marchand. Ça veut donc dire qu'il disjoint la notion de marchandise, qu'il connaît parfaitement par ailleurs, une théorie du contrat commercial, il disjoint la forme du contrat de la forme marchandise. Et ça, c'est une première chose. Et je pense que dans la question qui vous a été posée du public, je pense que l'exemple d'interprétation du sadomasochisme par Deleuze avec au cœur du sadomasochisme le contrat et la forme écrite, et le fait que ces contrats ne sont pas nécessairement, ne s'accompagnent pas nécessairement, ils peuvent, puisqu'il y a des ventes d'esclaves, etc., ils peuvent ne pas s'accompagner de forme commerciale, est un élément qui montre bien qu'il peut y avoir disjonction entre la forme du contrat et la forme marchandise. Le deuxième point, j'en reviens toujours à ma remarque, c'est que ce qui est crucial chez Lucrèce et dans toutes ces approches-là, même chez Kant, même s'il n'en fait pas état sous cette forme-là, c'est que les corps soient séparés et qu'ils ne puissent pas se fondre en un seul. Le cannibalisme qu'évoque Kant, c'est quelque chose qui est un horizon. Et bien entendu, et Kant d'ailleurs le laisse entendre, il peut y avoir des cas de cannibalisme sexuel, le fameux exemple, qui est fameux parce que ça s'est passé en France, du japonais qui a dévoré sa partenaire sexuelle. Bon, il peut y avoir des cas, mais, dira Lucrèce, ça ne change rien au problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mangé de la chair humaine. Et d'aucune manière, il n'a résolu, traité quoi que ce soit de l'ordre de la satisfaction sexuelle. La preuve, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, il faudra qu'il recommence. Je veux dire que il en sera exactement au même point que celui qui aura couché avec sa partenaire sexuelle et qui après est obligé de recommencer parce que la détumescence, une fois arrivée, eh bien, la fusion des corps ne s'est pas accomplie. Mais ça ne s'est pas accompli davantage quand on a dévoré. De la même manière, après tout, quand vous mangez votre petit pain au chocolat, c'est ça qu'on mange dans le discours politique. Quand vous mangez votre petit pain au chocolat, ça n'est pas vrai que vous avez le sentiment que vous avez procédé à une fusion avec votre petit pain au chocolat. Même si chimiquement, il y a un processus d'absorption, mais ce processus d'absorption, si j'ose dire, ne laisse pas intoucher l'idée platonicienne du petit pain au chocolat. À l'aboutissement, le petit pain au chocolat sera devenu ce que Lacan appelle le don par excellence, c'est-à-dire une merde, mais une merde, l'idée platonicienne de la merde n'est pas la même chose que l'idée platonicienne du petit pain au chocolat. Donc, ça n'est pas vrai que même en mangeant
une substance, vous avez résolu le problème de la fusion. Et de ce point de vue-là, on comprend très bien pourquoi on peut être platonicien en amour. C'est parce que ça n'est que du côté des arbres que la fusion peut être considérée. Ou chez les mystiques, la fusion avec Dieu peut être considérée. Et vous savez certainement aussi bien que moi que Sainte Thérèse d'Avila dit ça peut s'accompagner d'accidents corporels, mais ça n'a aucune... C'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la fusion a lieu parce que c'est une fusion de l'âme avec... donc de ce point de vue, je pense que en faisant du mariage la solution à la question de la séparation des corps, Kant a fait quelque chose qui garde encore aujourd'hui une importance majeure. Et de ce point de vue-là, je pense que la réponse hegelienne, qui est très puissante, il n'y a pas de doute là-dessus, ne traite pas le caractère absolument tragique que Lucrèce met en avant, à savoir que les corps ne se font pas. Mais ça, nous sommes bien d'accord, le sexuel est le nom d'une impasse. Voilà. Et donc d'une reproduction, etc. Le petit pain au chocolat est un objet sexuel. C'est le problème. Sinon, tout irait bien. D'ailleurs, ce ne serait pas un petit pain au chocolat, ce serait quelque chose de beaucoup plus goûteux, de la bonne viande, crue, mangée à pleines dents, etc. Mais c'est un objet sexuel, bon, et c'est tout le problème. Donc toute la question, c'est celle des simulacres. Pourquoi? Quel est le fondement, au sens, qu'est-ce qui est à l'origine, si vous voulez, du sexuel comme domaine des simulacres, c'est-à-dire pratique de l'impossible? Et là, il me semble qu'il y a deux réponses. Il y a une réponse qui va chercher du côté de la sexuation et de son échec propre dans les formules lacaniennes que décrit très bien Juan Pablo. D'ailleurs, d'une manière, au passage, que j'ai trouvé... c'est une lecture que je n'avais jamais lue, je dois dire, parce que la lecture que fait Juan Pablo consiste à dire, en gros, en s'appuyant sur le paradoxe de Russell, donc si vous faites partie de l'ensemble, hein, donc côté masculin, vous vous incluez ensemble, mais du fait même que vous incluez dans cet ensemble, comme cet ensemble est l'ensemble des ensembles qui ne se comportent pas eux-mêmes, ben vous vous excluez. Donc, ce qui caractérise le masculin, c'est une trajectoire d'expulsion. C'est un mouvement d'exclusion. Le masculin est défini par le fait d'être exclu par son propre geste. Ce qui caractérise donc le côté féminin de la formule, c'est l'exact inverse. Ce n'est pas une exclusion forcée. Donc dans les deux cas, il y a un forçage, un ratage qui est en fait un forçage. Dans les deux cas, il y a un forçage. Donc dans le premier cas, c'est l'inclusion est en fait une exclusion. Dans l'autre cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'exception est en fait une normalisation. C'est par le fait que vous n'appartenez pas qu'en fait vous appartenez. Ce que j'ai trouvé assez fin parce que ça remettait les choses en termes de, je dirais, de dynamique. Je fais une petite remarque à Juan Pablo au passage, c'est que on ne peut pas parler de mode d'être ici. Parce que, ça c'est un point d'ailleurs je ne comprends pas très bien dans les discours que j'entends parfois autour de ces commentaires de formule à section lacanienne, c'est que le paradoxe de Russell, par définition, est inconsistant. Il part d'un univers inconsistant, d'accord? Donc ça ne peut pas arriver tout ça. On est bien d'accord, ça ne peut pas être. Rien de tout ça ne peut être. Okay, c'est pas que ça décrit différents types d'être, ça décrit différentes formules de l'inconsistance. Quelle que soit la réponse, ça ne va pas. Oui, non, mais les présupposés de la question ne vont pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se mettre dans un cadre qui, de toute manière, est impossible. C'est une auto-réfutation de l'univers supposé. C'est pas que ça ne va pas dans chaque cas, c'est que chaque cas prouve qu'en fait, ça ne pouvait pas aller de toute manière, dès le départ.
Bon, donc voilà, donc vous avez cette construction donc, qui va chercher du côté des formules de la sexuation pour fonder l'impossible du rapport sexuel. Et puis vous avez, à mon avis, je dirais, la lignée freudienne, représentée par Deleuze et Guattari, etc. Peut-être Silvia Lippi, aujourd'hui, continue ce genre de choses, dans son livre là, qui est sorti récemment en italien sur Freud, je crois que ce sera en français bientôt. C'est-à-dire, l'idée, justement, qui va chercher plutôt du côté de la pulsion et de ce que Deleuze appelait la machinerie de l'inconscient, chez Freud. Et là c'est le pouce du bébé, c'est les zones érogènes, c'est toute c'est ce Freud 1905, en effet, qui n'a fait aucune référence à la sexuation, aucune référence à la relation à l'autre corps, qui s'intéresse simplement au problème, on dirait, de la fragmentation libidinale. Et là, il y a bien une lignée lacanienne qui serait plutôt du côté, j'imagine, du stade du miroir, des choses comme ça. Et effectivement, aussi, en passant par le fétichisme, ça, enfin, il y a des choses à faire, mais d'abord, on pose que l'impossible du rapport sexuel, en vérité, il tient à cette alors, c'est là où ça devient compliqué d'expliquer, en vérité, pourquoi ça ne marche pas. Et c'est là où j'ai essayé de dire, réfléchissons sur ce paradoxe, qui est que s'il y a un point où ça devrait marcher, la satisfaction par l'hallucination, c'est là. Parce que la faim, on ne va pas la satisfaire malgré le pain au chocolat qui est un objet sexuel. Mais si ce n'était pas un objet sexuel, ça devrait très bien marcher. Et d'ailleurs, ça marche. Freud a soif, il rêve qu'il boit, ça ne marche pas, il se réveille, il boit, ça marche. Ok ? Bon, le point qui est intéressant, c'est pourquoi ça ne marche pas pour Diogène. Diogène, il croit que ça marche. Moi, je vous dis, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est la différence entre la sagesse antique et la sagesse moderne. C'est vraiment la grande question de la sagesse moderne, c'est pourquoi se masturber ne suffit pas. Pourquoi il n'y a pas de solution autarcique. Et là, c'est compliqué d'avoir une réponse à cette question, parce que s'il y a un domaine où les simulacres devraient marcher, c'est sur les génitalia, justement. Ça devrait marcher. Parce que ça a à faire avec éventuellement la reproduction, en termes de fonction biologique, pas du tout avec la survie de l'organisme. Donc c'est pas nécessaire. C'est vital, si on veut, mais pas nécessaire à l'organisme en tant qu'individu. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est là où j'ai construit ma petite, en vous lisant, on va dire, ma petite idée, sur laquelle ça ne marche pas parce que ça marche trop bien. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est justement que l'hallucination satisfait, d'une certaine manière, ne cadre pas avec le fait que, par ailleurs, on est dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord entre la réalité psychique, au sens freudien du terme, et la réalité du principe de réalité, et que finalement, la question de la sexualité, elle serait peut-être là, elle serait peut-être dans ces relations entre réalité psychique et réalité tout court, ce qui me semble, à vrai dire, une position freudienne. Voilà. Mais peut-être qu'il y a là, au fond, derrière, la question de Lacan-Freud, quoi, de comment les choses s'organisent entre Lacan et Freud. Mais voilà, donc tout ça pour dire effectivement que il y a dans votre livre, il y a cette question qui est posée de trois manières différentes, trois points de vue, trois tonalités. C'est bien pour ça que le pluriel est justifié. Absolument. Et non pas trompeur. Moi, j'ai pas du tout de problème avec le pluriel, j'ai le problème avec le fait qu'on s'attend à entendre parler des bébés qui sucent leur pouce et on entend parler que des hommes et des femmes. Vous voyez ? C'est ça, là où je dis qu'il y a tromperie, mais c'est pas une tromperie, puisque par définition, vous avez raison, il y a quelque chose de toute manière. Comme je disais, cet objet étant un bon objet sexuel, il va vous décevoir. Mais, vous voyez, ma tromperie n'est pas sur le pluriel. Mon sentiment est que sexualité, c'est pas genre. C'est un livre sur la question des genres. En fait, et bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, justement, qui résiste effectivement à cette question et qui n'est pas, qui traverse le livre, mais qui n'est pas complètement... Voilà. Moi, je pense qu'il est aussi, ou à mon avis surtout, mais ça c'est mon point de vue, sur la séparation du corps. Et le fait qu'en vérité, le bébé suce son pouce et qu'il va découvrir que, suçant son pouce, il n'a pas accès à son propre corps. D'accord. Il y a toujours un point du corps qu'on ne verra pas dans la glace. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on avait donc la différence anatomique, puis la différence de genre, puis les formules lacaniennes de la sexuation, puis maintenant,
on a la théorie de la rencontre des corps, et on a effectivement une montée en séparation. Bah, pourquoi pas, en tout cas j'admire la construction, je ne trouve pas les conclusions. Mais la masturbation ne fait pas l'impasse sur le fantasme, c'est pas la réalité réelle, c'est quelque chose qui convoque aussi toutes sortes de choses. Je veux dire, elle est aussi de l'ordre du simulacre. Bah, c'est ce que j'ai pensé à propos de Diogène, parce que dans le texte de Jean-Claude Milner, il y a justement cette anecdote dans laquelle Diogène voit un enfant, a une écuelle pour boire, voit un enfant qui boit à la fontaine avec la main, du coup jette son écuelle, parce qu'il n'a pas besoin d'écuelle, il n'a besoin que de la main. Arrive la masturbation, et avec beaucoup d'espièglerie, Jean-Claude Milner nous fait remarquer que finalement Diogène, c'est un peu la sagesse de la main. La main suffit à tout. Mais moi je me dis, dans le domaine justement des sexualia, on n'aurait même pas besoin de la main. C'est-à-dire que l'hallucination qui satisfait le désir en rêve devrait largement suffire. Si j'ai une excitation génitale, je devrais m'endormir et ça irait bien. C'est pas du tout comme ça que ça marche, comme on sait. Donc vous avez parfaitement raison. Et donc il y a des simulacres. Il y en a plein partout. C'est le problème. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Oui, dernière Non, question. simplement pour revenir sur la position freudienne et à la position lacanienne ou post-lacanienne. C'est effectivement que la question de la séparation des corps, chez Freud, n'est vraiment pas sa question. Parce que chez Freud, ce qu'il nous enseigne, c'est qu'on peut également jouir du fait qu'on mange un sandwich ou du fait qu'on ne le mange pas. Eh bien, c'est les mots de la fin.